Bonjour à tous. Je commence par quelques indications techniques. Je sais qu'on aura à les répéter de temps en temps. Donc, coupez vos micros, voire même coupez vos caméras. On reviendra tous ensemble pendant les questions. Et pour une meilleure ergonomie, je dirais, pour suivre, nous vous conseillons à vous tous, en haut à droite, vous avez affichage galerie ou affichage intervenant. Donc, choisissez un affichage intervenant. Comme ça, vous verrez en grand toutes les personnes qui parlent. Voilà. Alors, pour démarrer, donc cette conférence s'inscrit dans un cycle qui a voulu le Club de la presse de façon à accompagner la digitalisation de nos métiers, c'est-à-dire les journalistes et les communicants. Donc, il y a tout un cycle qui se déroule mois après mois entre des conférences, des formations, des ateliers. Aujourd'hui, cette conférence est, est partie quand même du constat que je crois jamais autant de nos métiers n'ont été bousculés du jour au lendemain par la situation depuis le début du confinement. Donc, c'est l'occasion ce soir de se poser la question euh, de l'impact de cette situation sur nos métiers. Nous avons dû faire face aussi à l'utilisation du digital, plus ou moins brutal suivant les uns et les autres et la maîtrise qu'ils pouvaient en avoir. Donc, c'est l'occasion pour voir tous ensemble quel est l'impact, quel impact il a eu sur l'urgence et est-ce que ce sont des pratiques qui vont perdurer dans le temps. Je passe tout de suite la parole à Karine pour présenter nos invités. Oui, merci Sophie, bonsoir. Oui, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités ce soir. Tout d'abord, Michaël Ollier. Michaël est responsable communication de la SA SNCF Gare et Connexion, direction territoriale des gares Grand Sud. Alors, Michaël, vous occupez ce poste depuis mai 2020. Vous étiez auparavant directeur de la communication régionale SNCF Languedoc-Roussillon, puis de SNCF Voyageurs Occitanie, avec la fusion des régions et la réforme ferroviaire. Vous avez appris le métier de communicant à la direction nationale de la SNCF à Paris. Vous étiez responsable de l'Université de la communication. Vous avez débuté votre carrière à la SNCF en tant que responsable commercial chez Fret SNCF pendant 10 ans. Vous aviez auparavant travaillé en freelance et en salarié dans le domaine des études économiques et sociales. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Merci. Bienvenue également à Frédéric Puzet, présidente du SINAP, le syndicat national des attachés de presse et des conseillers en relations publiques. Alors Frédéric, vous vous décrivez comme une ancienne journaliste qui a traversé le miroir il y a 35 ans pour les relations médias. Vous avez créé et dirigé jusqu'à cet été l'agence FP&A, c'est une agence de relations médias, relations publiques et communication de crise. Cette agence intervient en particulier dans l'univers des travaux publics, du bâtiment, de l'industrie, de l'équipement de la maison et aussi de l'environnement. Depuis 12 ans, vous êtes présidente du SINAP, d'ailleurs vous venez d'être réélue à ce poste, et le syndicat fête cette année ses 60 ans. Bienvenue Frédéric. Et à vous. Alors nous animerons cette conférence en duo avec Sophie Molina. Sophie est responsable communication externalisée, spécialiste des stratégies de médias sociaux et animatrice d'événements. Moi-même, Karine Baudouin, je suis consultante en relations presse et publiques indépendante et présidente depuis 2 ans d'une agence de relations presse et d'influence à Montpellier qui s'appelle Résonance. Petit rappel aussi tout à fait pratique sur la durée de cette rencontre. Nous prévoyons une fin entre 19h et 19h30, tout dépend du nombre de questions que nous aurons à gérer. Comme vous l'a dit tout à l'heure, Sophie, merci de poser vos questions par chat. On va les collecter au fur et à mesure. On fera une pause après l'échange avec Michaël pour pouvoir lui poser les questions qui le concernent. Et ensuite, en fin de session, nous pourrons poser des questions à Frédéric Puzet. Avant de commencer les échanges successifs avec nos invités, j'avais envie de poser une première question aux deux, à Michaël et à Frédéric, de circonstances hélas, mais nous venons de démarrer une nouvelle période de confinement. Quel est votre état d'esprit de communicant à tous les deux face à cette nouvelle période? Peut-être Frédéric dans un premier temps?
Merci de me passer la parole. Je dirais que cet état d'esprit est fait de contrastes. Je fais de la communication de crise depuis de très nombreuses années. Je commence aussi souvent mes cours de communication de crise quand j'en donne par le rappel de l'idéogramme chinois de crise qui veut dire risque et opportunité. Et donc, je dirais que c'est cet état d'esprit. Oui, les risques sont nombreux, ils sont divers, ils viennent de divers fronts, on pourra bien évidemment en reparler, mais il y a aussi des possibilités de se réinventer en ce moment. À la fois, on a de la chance d'être sur un métier où la notion d'agilité est réelle. Hein. Quand on voit la transformation de nos métiers depuis 10 ans, je crois qu'on a du potentiel à se réinventer encore. Que nous verrons tout à l'heure. Merci Frédéric. Michael? L'état d'esprit, alors, il est assez différent du premier confinement, en fait. Évidemment, je parle en tant que communicant, c'est-à-dire que, en fait, il y a une forme de sérénité c'est marrant, on s'adapte assez vite finalement à toutes les situations, hein, qui est un petit peu la force de l'être humain, c'est que on a déjà vécu cette situation et donc quelque part, on n'a pas l'effet de surprise et on n'est pas pris au dépourvu comme on avait pu l'être au premier confinement. Donc, en tout cas, pour les quelques jours là, depuis le début du confinement, on n'a pas senti de rupture dans nos façons de faire en matière de communication, même si évidemment on a des consignes qui font qu'on sort encore moins que ce qu'on le faisait auparavant. Mais donc voilà, je dirais une forme de sérénité par rapport à ça, dans le sens où on sait déjà faire. Après, l'autre élément, c'est, je dirais que par contre, il y a une grande vigilance, parce que c'est un peu justement le risque de se dire qu'on sait faire. C'est qu'on voit bien que ces confinements sont quand même assez différents. Les problématiques à traiter en matière de communication le sont aussi, puisque du fait de ce non-effet de surprise, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont quelque part acquises, mais on a aussi des éléments qui du coup émergent et sur lesquels il faut qu'on travaille. Et donc, voilà, rester vigilant parce que le rôle de la communication, alors je vais plutôt parler du coup de la communication interne aujourd'hui, même si je fais aussi de la communication externe et médiatique. Mais le rôle de la communication interne, c'est voilà, je dirais vraiment d'être vigilant à garder le lien, à la dynamique de collectif dans le cadre d'une entreprise comme la nôtre, mais je pense que c'est vrai pour toutes les entreprises, parce il est facile en fait de perdre des moutons dans la nature, j'ai envie de dire, dès lors qu'on se retrouve confiné en télétravail, et donc de bien garder cet esprit collectif et ne perdre personne en route. Voilà. Merci. Bien. Sophie, on va donc continuer tous les deux, Michael, dans un premier temps. Alors évidemment, vous venez de nous dire, vous allez plutôt parler de communication interne, et pourtant en communication externe, on s'est dit, mais que va-t-il se passer à la SNCF dans cette situation, puisque je crois que ça s'est arrêté net en fait pour vous. Donc comment avez-vous dû gérer ce changement brutal en termes de communication externe? Alors, excusez-moi. Alors, en fait, assez rapidement. Alors, je vous dis, il y a eu un temps de latence qui a été assez court, mais où il y a eu en fait plus rien. C'est-à-dire alors je parle évidemment du premier confinement. Hein, donc, quand le confinement est tombé, finalement, je pense que bon an mal an, personne s'y attendait vraiment. Et donc, c'est vrai qu'on a eu deux, trois jours où on savait même plus en fait si on devait communiquer, pas communiquer. Enfin voilà. Et ça, c'était aussi vrai comme l'externe comme l'interne. Après, rapidement, en fait, il s'est imposé le fait que sur la communication externe, qui est quand même l'image qu'on donne de notre entreprise, il y a une prise en main de la communication, on va dire, de la direction de la communication nationale groupe. Moi, je dis bien groupe parce qu'on est plusieurs sociétés anonymes aujourd'hui dans le groupe SNCF, avec chacun nos objectifs, nos ambitions, nos intérêts. Là, clairement, rapidement, la communication nationale a repris la main. Parce qu'il fallait surtout éviter la cacophonie, il fallait montrer vraiment une unicité et une solidarité aussi vis-à-vis de nos publics externes, et puis aussi une grande clarté sur ce qu'il fallait qu'on communique auprès de certains usagers qui continuaient quand même à prendre le train, parce que je rappelle qu'on a maintenu à la demande de l'État et des autorités organisatrices en territoire donc des trains quotidiens pour que les gens puissent continuer à se déplacer, y compris donc par le mode ferroviaire.
Et donc, on a senti qu'il fallait vraiment là voilà, c'est vrai qu'on a tous, aujourd'hui, la communication est très omniprésente, enfin, tout le monde communique beaucoup, beaucoup. Et là, on a senti qu'il fallait vraiment structurer et vraiment tous se mettre derrière, enfin, se ranger derrière les mêmes objectifs. Donc, on a, sur la communication externe, clairement, dans les territoires, on n'a quasiment plus pris la parole. Et c'est vraiment la direction nationale qui a dicté le tempo, en fait, et les thématiques à traiter. On n'en avait pas parlé quand on a préparé, mais vu la situation, est-ce qu'aujourd'hui, avec le deuxième confinement, est-ce que ça change? Est-ce que des choses redescendent en région ou est-ce que ça reste très centralisé la communication externe actuellement? Alors, c'est la différence qu'il y a effectivement avec le premier confinement, c'est que autant sur le premier confinement, on était vraiment sur une thématique très nationale. Alors, je prends un exemple parce que, bon, pour illustrer un petit peu, on avait par exemple le TGV sanitaire à l'époque qui avait été mis en place, qui était vraiment le vecteur de communication pour nous en externe pour dire, bon, bah, voilà, c'est notre job, hein, regardez comment on contribue aussi à l'intérêt de la nation et des citoyens en mettant en place ces trains. C'est vrai qu'on avait beaucoup communiqué là-dessus. Là, c'est un peu différent puisqu'en fait, notre ambition, c'est de continuer, enfin, d'essayer en tout cas de mettre en avant des sujets un peu positifs et donc qui émergent plutôt des territoires, là, pour le coup, parce que justement, on a quelque part ce vécu déjà derrière nous. En plus, alors ça, c'est malheureusement, la pandémie aujourd'hui est nationale, c'est-à-dire que toutes les régions sont touchées, ce qui n'était pas le cas précédemment, ce qui fait que des TGV sanitaires, il est probable qu'on n'en ait pas vraiment. J'aurais aimé dire tant mieux, mais en fait, c'est plutôt dommage parce que ça veut dire qu'on est tous touchés. Et en même temps, on a aussi envie de montrer que, bah, quelque part, on sait que c'est le deuxième confinement et que c'est peut-être pas le dernier et qu'il faut que la vie continue. Et donc, on essaye aujourd'hui de trouver des sujets qu'on va quand même continuer à mettre en avant pour dire que, bah, voilà, l'engagement sociétal que peut avoir l'entreprise dans les territoires, bah, il est toujours là et peut-être d'autant plus. On a toujours des agents qui sont sur le terrain et qui travaillent au quotidien. Voilà, on a des partenariats culturels qui se font quand même, enfin, et donc on va essayer de garder plutôt cette dynamique. Et là, du coup, chaque territoire est un peu à la manœuvre, beaucoup plus que la première fois. Alors, si on revient à la communication externe, vous nous avez dit aussi que la sidération, finalement, n'avait heureusement pas duré trop longtemps du côté des communicants, parce qu'en communication interne, Mm. j'imagine que finalement, il y a eu beaucoup de demandes. Alors, en fait, oui, alors, je pense, on a essayé de l'anticiper, en fait, cette demande, parce que je pense qu'il aurait pu y en avoir beaucoup. Et rapidement, dans l'entreprise, on s'est dit, il faut absolument, en fait, je dirais qu'il y a bien un objectif qu'on a essayé de traiter rapidement, c'est de créer le lien ou de recréer le lien, en tout cas de renouer le lien avec tous nos collaborateurs. Et donc, en fait, c'est vrai que la sidération passée, qui a duré assez peu de temps, on s'est vite remis à communiquer assez rapidement et assez régulièrement, finalement, pour que bah, on reprenne la main, pour que les collaborateurs soient bien informés. Alors, plutôt dans un premier temps sur des choses très pragmatiques et très concrètes. Quelles sont les règles sanitaires en interne? Quelles sont les possibilités de continuer à travailler pour ceux qui devaient le faire, et notamment en télétravail, donc les outils. Voilà, on s'est retrouvé sur des sujets qui étaient vraiment très, très concrets, donc plus très métier, mais plutôt très transverse. Voilà, sur cette dimension sanitaire, cette dimension nouveaux outils, évidemment un accompagnement managérial aussi, comment on peut garder le lien avec ses équipes, comment on peut vous accompagner sur l'animation de vos équipes au quotidien, parce que rapidement on a demandé aussi, et en communication on a aidé à ça, de mettre en place des points quotidiens avec les collaborateurs, encore une fois pour éviter que certains tombent un peu dans des angles morts et qu'on les oublie un petit peu, parce qu'en télétravail c'est quand même assez facile. Et voilà, donc on a vite repris la main et on s'est vite remis à communiquer, donc soit à travers des supports qui existaient déjà, soit en créant des supports qui n'existaient pas et qui nous ont permis de garder ce lien. D'ailleurs, on a quelques exemples. Donc, on a l'exemple des newsletters. Je ne sais pas comment vous les avez diffusés. Donc, est-ce qu'on peut voir la première qui concernait effectivement les règles de sécurité? Quand je dis est-ce Oui. qu'on
peux voir, je parle à mon back-office. On vous dévoilera qu'il y a du back-office avec nous aujourd'hui. Donc voilà, donc, c'est ce type de document que vous avez mis en place. Est-ce Oui. que, Coraline, au back-office, est-ce que tu peux revenir sur les premières qui concernaient de la sécurité et notre priorité? Je ne sais pas si tu dois l'avoir. Voilà. Donc, ce sont quoi des lettres? Elles ont été diffusées comment finalement pour toucher l'ensemble de vos salariés à ce moment-là? Oui, alors là, en l'occurrence, on est sur l'exemple d'un support qui existe tout au long de l'année. C'est un hebdomadaire. En fait, c'est une newsletter, mais en fait, c'est un document que moi j'adore parce qu'en fait, c'est une newsletter qui normalement fait qu'un recto, qui est plutôt diffusé, alors qui est imprimable dans le format dans lequel on l'édite, mais qui est plutôt diffusé par mail et qui en fait traite de 3 sujets plus un chiffre à travers en fait, c'est un format de brève. Et donc, on a capitalisé sur ce document qui a une forte notoriété au sein de la région Occitanie. Et donc, on en a fait donc ça s'appelle des FIH, c'est des Flash Info Hebdo, Flash Info Hebdo Occitanie. Et donc là, on a un petit biais là où il y a écrit spécial, puisque du coup, bah, on a utilisé ce support pour en faire des numéros spéciaux autour du Covid, enfin de la Covid, pardon. Et donc, comme on le voit à l'écran, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça c'est un des premiers qui est paru, on est quand même rentré sur des choses très concrètes où on parle de sécurité qui est une priorité tout au long de l'année, mais qui l'était encore plus pendant cette période. Et là, on parle de la sécurité des collaborateurs, mais y compris donc pour ceux qui travaillaient, mais aussi pour ceux qui travaillaient sur le terrain, mais aussi pour ceux qui étaient chez eux, avec systématiquement un rappel des gestes barrières. On avait bien sûr, donc on a eu à traiter notamment les coordonnées des services médicaux et de l'action sociale, des choses qu'on n'utilise pas au quotidien, Dieu merci, et dont on ne sait peut-être plus trop où trouver. Donc là, on rappelle les numéros utiles, et donc dans ces numéros, on avait donc le service médical, mais aussi des numéros d'assistance pour des personnes qui pouvaient se sentir isolées ou pour des personnes qui, par exemple, pouvaient être malades mais ne savaient pas trop comment s'y prendre, pour qui alerter, quel docteur je dois aller voir, le docteur du travail, mon docteur personnel, etc. Et puis, il est assez représentatif, cette vue est assez représentative des bonnes pratiques en télétravail, puisque finalement, on se retrouve dans une posture de travail qui était très inhabituelle chez SNCF, puisque alors, je parle de home office, parce qu'on fait beaucoup de télétravail chez SNCF, mais pas forcément en home office. Il faut quand même distinguer, le télétravail n'est pas forcément synonyme de travailler à la maison. Et donc là, les gens se retrouvaient chez eux, et donc il fallait rappeler quelques bonnes pratiques, que ce soit au niveau des outils, au niveau de la posture physique, comment dire, la gestion du temps pro-perso. Voilà, et donc on a beaucoup communiqué sur ces thématiques-là. Donc, Coraline, si tu peux nous passer la suite. Donc, recto qui est devenu un recto verso. Un recto verso, voire un 4 pages même. Un 4 Ouais. pages. Ouais. Je vois effectivement, on leur parle encore de relations clients dans cette Oui, parce que situation. voilà, comme je l'expliquais, fallait pas non plus qu'on oublie que, fallait pas. Enfin, on a été un peu auto-centré sur les premiers jours parce que je pense que l'urgence était vraiment de traiter nos collaborateurs. Et puis rapidement, en fait, comment dire, les sujets métiers sont revenus à la surface, heureusement, puisque finalement, pour un certain nombre de nos clients usagers, la vie continuait parce que dans ces gens-là, on avait un certain nombre de métiers qui étaient obligés d'aller travailler et qui utilisaient le ferroviaire. Et donc, et aussi parce que on avait donc des plans de transport, comme on appelle ça, donc qui étaient adaptés à la situation, puisque vous imaginez bien qu'on avait beaucoup moins de personnes dans les trains qu'habituellement. Donc là aussi, il y avait une nécessité de tenir informés nos collaborateurs sur l'offre de transport qui était proposée en Occitanie en lien avec la région, puisque c'est notre donneur d'ordre, la région Occitanie. Donc on traitait de ces sujets-là. Et là, on ne le verra pas à l'écran parce que je ne vous les ai pas transmis vu que c'était un peu plus compliqué. Mais en fait, ce qui a été assez amusant à constater pendant ces 2-3 mois de confinement, c'est que là, on est sur de la communication très écrite. Et plus le temps est passé pendant ce confinement, et plus on basculait vers une communication audio-vidéo. Et où là, on allait plus vers des témoignages, donc une communication plus vivante, aussi volontairement parce qu'on voulait réhumaniser un petit peu notre façon de s'adresser aux collaborateurs. Ça nous semblait important parce que quand vous êtes en télétravail 15 jours, ça peut avoir un côté sympathique et rigolo. Quand ça fait 2 mois que vous êtes chez vous, vous avez besoin de voir des gens, quoi. Et donc, on a vraiment évolué vers une communication beaucoup plus audio et vidéo qui mettait plutôt en avant des informations par des liens, en fait, qui renvoyaient vers des vidéos, vers
vers des sites sur lesquels on était sur des plateformes en fait de multimédia, quoi. Juste voir la suivante, Coraline. Donc, tout à l'heure, effectivement, vous nous avez dit donner aussi des conseils de télétravail, d'apprendre à travailler chez soi. Ça devient aussi une communication un peu plus rassurante, finalement, et de conseils pratico-pratiques auxquels on n'aurait pas forcément, nous, pensé dans nos métiers de communicants. D'habitude, on laisse plutôt ça au RH. Oui, alors là, on était un petit peu en mode commando, c'est-à-dire que on a travaillé de façon très très proche avec les services RH, avec les services qui gèrent donc de la sécurité, de la sûreté des agents. Euh, donc on a vraiment été le vecteur de communication de ces sujets-là, encore une fois, de façon assez volumineuse, hein, c'est vrai, mais je pense nécessaire. Après, il y avait une vue là qui est passée, j'ai vu sur ce qu'on utilisait aussi comme outil. Je pense au Ouais. Yammer, Ouais. voilà, celui-ci, voilà. Parce que cette dimension-là a été aussi éminemment importante, puisqu'on peut bien communiquer tout ce qu'on veut. Si les agents n'ont pas les outils qui leur permettent de réceptionner cette communication, ben on prêche dans le vide. Alors, on avait une chance parce qu'à l'époque, donc j'étais chez TER Occitanie, c'est qu'en fait, on avait, alors c'était une anticipation involontaire, on avait mis en place en fait de nouveaux espaces de travail qui étaient assez flexibles, c'est-à-dire on avait mis en place des postes de travail non attribués qui fait que les agents, en parallèle, avaient été affectés d'outils donc nomades, donc ordinateurs portables et smartphones. Et ce qui fait que quand ils ont basculé en télétravail, finalement, on n'a pas eu comment dire, cette rupture forte qu'on peut peut-être subir d'autres entreprises, puisque les agents, hormis le fait de se trouver chez eux, avaient tous les outils pour pouvoir travailler à distance. Et donc, on a juste du coup fait des rappels de bonnes pratiques et d'outils. Et notamment, on a un outil qui est déjà bien utilisé au quotidien, mais qui là, évidemment, était encore un peu plus pendant cette période, c'est le réseau social interne. Donc, en l'occurrence, on est sur la suite Office 365, donc on utilise Yammer. Et donc, voilà, on explique comment on peut utiliser intelligemment Yammer dans ces périodes de confinement. Et on avait, par exemple, créé donc un portail Yammer spécial Covid, qui était la plateforme où les agents pouvaient adresser toutes leurs questions, quelles qu'elles soient, à un community manager derrière qui réceptionnait ces questions et qui s'engageait à apporter des réponses au plus vite, que ce soit des questions managériales, des questions sanitaires, des questions pratico-pratiques. Voilà, donc on avait essayé de créer cet endroit-là où tout à chacun pouvait venir s'exprimer pour voilà, ou poser des questions ou alerter ou pourquoi pas même partager des bonnes pratiques qu'il utilisait lui-même. Donc, vous me dites, l'équipement était là. Et Oui. finalement, parce qu'on peut avoir son équipement, pour autant, la maîtrise des outils digitaux à travers ces équipements, autant peut-être on peut plus connaître le côté bureautique jusque-là de l'équipement. Donc, grâce à ce type de communication que vous avez fait, la culture de l'utilisation digitale s'est faite assez facilement, a basculé assez facilement, ou vous avez dû faire de la SAV informatique aussi? Alors honnêtement, enfin, comme je dis souvent, la communication, elle ne fait pas non plus de miracle. C'est-à-dire, si vous partez de zéro, ce qui était pour le coup pas notre cas, heureusement, mais je ne sais pas, certaines entreprises qui étaient plutôt sur des postures de travail très sédentarisées, peut-être encore avec des unités centrales sur site qui ne bougeaient pas, et donc des gens qui n'avaient pas forcément de device mobile pour travailler. La communication, je pense, ne fait pas de miracle dans ces cas-là. Effectivement, là ça a dû être très compliqué. Euh, Nous, en tant que communicants, on a été des facilitateurs, je dirais. Mais c'est clair que cette facilitation a été d'autant plus efficace qu'à la base, nos agents, alors c'est une généralité parce que des agents, on en a 8000 en Occitanie, donc vous pensez que des profils, il y en a un paquet. On va dire, les agents TER, en tout cas, à qui on s'est adressé, avaient quand même déjà un peu de cette culture digitale dans l'utilisation des outils. C'est en fait que ce soit des agents tertiaires, enfin des collaborateurs tertiaires ou des collaborateurs qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, tous nos contrôleurs sont équipés de smartphones sur lesquels en fait ils saisissent tous leurs gestes métiers, même les contrôles. Enfin, si vous prenez le train, vous le voyez, tout se fait par des terminaux numériques. Dans les technicentres, les centres de maintenance de nos matériels ferroviaires, quand les agents sont sur le terrain et qui font des relevés ou des audits de matériel ou des actions, tout est saisi numériquement. Donc finalement,
j'ai envie de dire, peut-être contre certaines idées reçues, on est quand même une entreprise assez moderne de ce point de vue-là. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ce temps de latence était plus lié en fait au coup sur la tête qu'on a pris sur le confinement, mais qui finalement n'a pas duré si longtemps que ça parce qu'on s'est vite remis en marche. Et donc, finalement, la communication a pu rapidement jouer son rôle. Voilà. Et on n'a pas fait de miracle, mais en tout cas, je pense qu'on a rapidement pu recréer ce lien et ce contact avec tous, qui nous a permis finalement de se remettre en marche assez vite. Et moi, j'ai été assez surpris de voir comment, y compris moi dans mon équipe, parce qu'à l'époque, j'avais une douzaine de collaborateurs. Finalement, en une semaine, on était reparti, quoi. Ouais. Mm. Bon, eh bien, est-ce que avant de passer aux questions, j'ai oublié de vous poser des questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez voulu dire que je n'aurais pas amené? Écoutez, non, parce que bon, après, le témoignage que je vous fais, évidemment, est un témoignage subjectif dans le sens où il est celui de la SNCF. Donc, je pense on n'a pas forcément tous vécu les mêmes expériences pendant cette période. Euh, non, je pense voilà que, enfin, je ne veux pas anticiper sur les questions d'après, mais c'est vrai que cette période-là nous a obligés, en tout cas, à nous réinventer un peu dans notre organisation, dans l'utilisation de nos outils, dans les supports qu'on utilise. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'on est rapidement revenu sur nos sujets métiers, sur les sujets qu'on avait envie de traiter. Et très vite, on a fait fort de revenir sur des sujets voilà, du quotidien et ne pas stigmatiser sur cette situation de confinement, mais vraiment rapidement essayer de revenir, vraiment, encore une fois, sur de la valorisation de nos métiers, de nos agents, des problématiques qu'on peut rencontrer, commerciales, techniques. Voilà. Donc, et je pense que on a plutôt bien géré cette période, j'ai le sentiment en tout cas. Voilà. Karine, est-ce que pendant qu'on échangeait tous les deux, est-ce que tu as repéré quelques questions complémentaires à celles que j'ai pu déjà poser à Frédéric? Eh bien, je viens de passer un petit message à tout le monde. J'attends désespérément une question. Donc, je suis sûre que vous en avez, que vous n'osez pas les poser. Donc, n'hésitez pas à les saisir sur le chat. On pose les bonnes questions. Et puis, si vous les posez en retard, bien, ça y est, j'en ai une. De Florence Fabre qui demande comment, Michael, vous faites pour des témoignages audio-vidéo en ce nouveau temps. Comment faites-vous pour les témoignages audio-vidéo? Alors c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, pour le coup, on n'avait pas trop l'habitude de faire ça. Ou alors, quand on le faisait de façon très professionnelle. Et là, clairement, on n'allait pas envoyer des équipes chez les gens. Ou pas plus que sur le terrain d'ailleurs, puisque les règles sanitaires s'appliquaient à tous. Donc, il n'était pas question de faire prendre des risques à des équipes de tournage pour faire des témoignages. Et d'autant plus qu'il fallait être très réactif, parce qu'il fallait que ces témoignages collent au moment, parce que le confinement, comme je disais, les esprits ont rapidement évolué pendant cette période. Donc, on a fait comme je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez un morceau de mon armoire derrière, toute moche, avec trois documents dessus. C'est pas grave, c'est la réalité des choses. On est en télétravail. On utilisait donc les outils, nous on utilise la visio Teams. Si on avait, je crois qu'on était encore à moitié à cheval entre Skype et Teams à l'époque. Donc il y a des moyens de faire de la vidéo enregistrée sur son ordinateur ou même avec son smartphone. Et les gens s'enregistraient comme ça eux-mêmes. Donc on leur expliquait un petit peu voilà comment il fallait faire. Donc là aussi, dans le rôle de communicant, on apprenait un petit peu à utiliser les outils. Et les gens postaient ces vidéos sur une plateforme qu'on récupérait et qu'on envoyait presque tel quel finalement, parce qu'on voulait vraiment garder ce côté très réel en fait. C'est-à-dire, voilà, le confinement, il est pour tout le monde, il n'y a pas de tricherie, on est transparent, on est tous chez soi, donc forcément on fait des vidéos un peu dégueulasses en matière de qualité, mais c'est aussi ça le confinement. Et donc on a eu des conducteurs qui l'ont fait dans leur cabine de conduite, on a des agents, je dis n'importe quoi, RH qui l'ont fait chez eux, on a des contrôleurs qui l'ont fait dans leur train ou des agents dans leur gare. Et voilà, donc finalement, c'était pas si compliqué que ça, et c'était même très spontané comme mouvement en fait. Alors, j'ai une autre question. Oui, j'ai une autre question. Quel impact ont eu les actions de communication interne sur le management et sur les managers? Alors, ça aussi, c'est une bonne question dans le sens où s'il y a un élément, par contre, où effectivement, on n'était pas forcément prêt, et je ne sais pas si on l'est encore aujourd'hui, c'est on
on ne peut pas manager une équipe de la même façon quand on est en présentiel ou en distanciel. Donc là, je vous avoue que, encore une fois, pas de miracle avec la communication. Délicat d'apprendre à manager du jour au lendemain à distanciel, voilà, parce que je pense qu'il y a il y a des vraies techniques hein, pour ça. Donc, bon, là-dessus, en fait, c'est vrai qu'on a plutôt mis en avant des bonnes pratiques qui ont émergé en fait de droite et de gauche, de managers qui expliquaient, bah voilà, par exemple, j'ai une idée, j'ai un exemple en tête. On a notre directeur marketing qui disait, bah moi les gars, voilà, j'ai mis en place à travers Forms, donc qui est une tuile de la suite Office 365, j'ai mis en place un petit baromètre que j'envoie tous les matins à l'ensemble de mon équipe. Et c'est une sorte de météo. Je leur demande à tous de me dire comment ils se sentent aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien, l'état d'esprit. Et je crois qu'ils le faisaient autour de 2 questions. Enfin, c'était très rapide. Et donc, et les gens jouaient le jeu parce que je pense que c'était vraiment des moments où on avait besoin justement de garder ce lien. Et donc, au quotidien, en fait, il avait un petit peu la météo, l'état d'esprit de son équipe, ce qui lui permettait dans ses prises de parole avec ses équipes, dans son animation, bah, d'adapter aussi un petit peu son discours. Et moi, je trouvais que c'était une super idée. Et voilà, et donc on a plutôt essayé de porter ce genre d'initiative parce que sincèrement, on n'était pas très sachant non plus sur les méthodes de management à distance parce que c'était pas notre culture, quoi. Donc voilà, et on n'allait pas inventer l'eau chaude d'un coup comme ça en confinement, quoi. Donc on est en train d'apprendre aujourd'hui, hein, on est en phase d'apprentissage clairement parce que par contre, une des leçons de cette situation, c'est que on va de plus en plus, nous, vers du télétravail. En tout cas, l'entreprise s'engage dans cette voie-là. D'accord. Karine, une autre question? Oui, j'ai encore 2 questions là. Comment avez-vous positivé la diminution de trafic? Communication de crise quand même positive? Point d'interrogation. Alors oui, très. Alors la diminution de trafic, alors bien sûr, quand on s'appelle SNCF, on est tout le temps soumis à la critique. Mais honnêtement, on avait quand même des arguments massifs à faire valoir pour la diminution du trafic. Alors d'abord, rappeler que pendant cette période-là, nous n'avons pas arrêté les trafics, on les a même maintenus plutôt largement au-dessus de l'utilisation réelle de ce qu'était le ferroviaire à l'époque. On a eu des trains qui ont roulé, qui étaient quasiment vides, mais, et ça, on doit saluer aussi le travail qui a été fait par le conseil régional, qui est quand même celui qui décide de la fréquence des trains, en tout cas sur les trains du quotidien, les TER dans la région Occitanie. Ils ont vraiment tenu à maintenir une offre conséquente qui permettait encore une fois donc à tous les personnels qui devaient nécessairement se rendre sur leur lieu de travail de pouvoir prendre le train pour le faire. Ce qui fait que on n'a pas été on n'a pas du tout été finalement attaqué de mémoire sur cette dimension-là, puisque l'offre est restée quand même assez conséquente, en tout cas sur les heures de pointe. Et on a plutôt au contraire valorisé cette mise en place avec le conseil régional. Et je pense, et en plus on avait des mesures sanitaires qui étaient très très strictes, où évidemment le port du masque est obligatoire dans les gares et dans les trains. On a mis très rapidement en place du gel à disposition des clients dans les gares. On a très rapidement rassuré les clients également sur le fait que nos rames étaient désinfectées matin et soir, et les gares également. Et là, il y a eu aussi un gros boulot de fait au niveau des équipes, une grosse adaptation opérationnelle. Et du coup, je n'ai pas mémoire qu'on ait eu de problème à positiver justement ces informations-là, qui en soi, dans cette période compliquée, étaient quand même plutôt très positives, je trouve, malgré tout. Alors, je vois une autre question. Vous avez évoqué les moutons égarés. Comment les faire revenir au bercail? Alors, j'en ai parlé justement parce qu'on a essayé de l'éviter. Alors là, malheureusement, je ne peux pas trop témoigner dans le sens où, en tout cas, concernant mon équipe qui est pas très grande, j'en ai pas eu. Mais parce que, bon, quand on a une équipe d'une douzaine de personnes, on peut quand même rapidement faire l'appel tous les jours, ou en tout cas garder le lien. C'est compliqué comme question, encore une fois, parce qu'après, effectivement, nous, on a des équipes, on a des unités qui font plusieurs centaines de personnes. Bah, après, on a aussi mis en place des choses qui ont été mises en place dans toutes les entreprises, hein. On a eu recours au chômage partiel. Des personnes aussi se sont arrêtées, donc, notamment parce qu'ils devaient aussi s'occuper de leurs enfants. Donc, je dirais, c'est pas tellement des moutons égarés que des personnes qui ont volontairement ou parce qu'on leur a demandé finalement arrêté de travailler, donc partiellement ou totalement. Mais c'est vrai que c'est là où il y avait une problématique de garder le lien parce que
quand vous étiez sur par exemple, des activités tertiaires comme les nôtres, moi en communication, enfin, je ne sais pas comment mes collègues l'ont vécu, mais j'ai eu le sentiment qu'on n'avait jamais, enfin, j'ai pas senti de baisse de régime sur le volume de travail, tellement on était focus sur le fait de toujours garder ce lien, de mettre en avant les sujets, positiver, valoriser, et donc on a eu beaucoup de travail, et du coup, pour le coup, on n'a pas été vraiment soumis à cette problématique de moutons égarés. Pour des équipes qui étaient sur le terrain, quand vous avez 20% des trains qui roulent, oui, bah, c'est sûr on a probablement des contrôleurs, des agents au sol qui se sont peut-être retrouvés un petit peu, en marge de leur quotidien habituel. Mais ces gens-là avaient les outils, encore une fois, pour rester connectés s'ils le souhaitaient. Et donc, on a toujours proposé, on a toujours le souci de proposer aux gens, même s'ils étaient en chômage partiel ou arrêtés, de pouvoir quand même, avec des numéros de téléphone ou avec des rendez-vous, de pouvoir se connecter, de garder le lien avec leur manager. Mais voilà, encore une fois, je ne l'ai pas moi vécu personnellement dans mon équipe, donc je peux difficilement témoigner pour les autres. Karine, une ou deux dernières questions peut-être? Allez, avez-vous beaucoup d'arrêts de travail? Apparemment, l'équipe, ça s'est bien passé. Ouais. Alors écoutez, je pense qu'on n'a pas eu plus d'arrêts de travail. Évidemment, on a eu des arrêts de travail liés, ce que je disais, aux gardes d'enfants, parce qu'on avait ce droit, hein. Enfin, c'était une mise en place qui, bon, ça remonte un petit peu déjà, l'air de rien, mais bon, qui était autorisée. Nous-mêmes, enfin moi dans ma famille, en tout cas, c'est bon, pour le coup, c'est ma femme qui en a bénéficié. Donc oui, bien sûr, on a eu cette situation-là, mais complètement légitimée en fait par la situation. J'ai pas eu le sentiment qu'on ait des arrêts de travail. Alors évidemment, enfin cette question elle est un peu bizarre parce que finalement des arrêts de travail, oui, on en a eu parce qu'il y a des gens qui sont tombés malades aussi. C'était quand même un petit peu la période. Mais enfin, si derrière ça, c'est de dire est-ce qu'on a eu des arrêts de travail un peu en volume ou décalé ou par rapport à la norme, non, j'ai pas le sentiment qu'on ait de problématiques particulières par rapport à ça. Karine, on va peut-être en rester là parce que je vois que ça avance. Oui, le temps. Donc, Ouais. merci Michael. On bouclera à la fin de cette conférence. Karine, je te passe la parole cette fois pour parler relations presse. Avec Frédéric, oui. Frédéric, voilà. Je la laisse revenir à l'écran. Voilà. C'est fait. Parfait. Oui, effectivement, on va aborder les relations presse avec vous, Frédéric Puzet. J'ai été chercher quelques chiffres là qui ont été communiqués par l'agence Coriolink, qui a mené une étude auprès d'un échantillon de journalistes. Et cette étude a montré que les entreprises ont été tout aussi nombreuses à diminuer leur volume d'activité relations presse pendant le confinement qu'à le maintenir au même niveau. C'était à peu près, je crois, 41%, 39%. Par contre, les prises de parole ont été fortement marquées par, bien sûr, le coronavirus. C'est à peu près 95% des messages qui étaient de près ou de loin liés au coronavirus. De votre côté, quel constat vous dressez à la fois sur le volume d'activité des agences RP ou des attachés de presse en entreprise et sur la nature aussi des informations qui ont été communiquées pendant le confinement? Alors, concernant la nature des informations, je corrobore complètement en effet cette analyse. Les entreprises qui sont passées par leurs agences ont très prioritairement, bien sûr, communiqué sur les pratiques qu'elles mettaient en place, les bonnes pratiques liées au Covid. Et les impacts que ça avait dans leur secteur d'activité. Ça, c'est évident que ça a été la source majeure des informations. Il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que pour le coup, on est passé beaucoup dans nos métiers sur de la communication de solutions. Et pour une fois, on a parlé de bonnes solutions et nos amis journalistes étaient moins tentés de parler justement des trains qui n'arrivent pas à l'heure, clin d'œil à Michael, pour justement valoriser les choses positives. Et j'ai
la sensation, en effet, que ce mouvement de fond qui a été initié grâce ou à cause de la Covid, va tendance à se maintenir et on voit apparaître des journalistes qui, somme toute, ont trouvé vraiment une source d'intérêt sur ces sujets et envie un peu de poursuivre quelles sont les bonnes pratiques en entreprise. Ça leur a permis aussi de découvrir de l'intérieur qu'il se passe des choses extrêmement intéressantes dans le monde de l'entreprise qui jusqu'ici ils n'auraient pas eu la curiosité d'avoir. On sent quand même une vraie problématique qui est assez intéressante sur laquelle j'invite les services communication à continuer de surfer avec intelligence, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire une communication opportuniste du tout, ou bien au contraire. Et ça aussi ouvre, je trouve, une communication sur le plan corporate assez intéressante sur les problématiques de RSE qui sont mises en place dans les entreprises et avec en effet pas mal d'opportunités nouvelles de communication. Alors, par contre, l'activité économique dans les agences et chez les indépendants, elle est très contrastée. Globalement, et on a fait des études, et si on met en commun nos études d'activité avec celles du syndicat du SCRP, il y a eu globalement, dans 85% des agences et des indépendants, une baisse des honoraires assez importante et les perspectives ne sont pas très très bonnes. On pense qu'il y aura vraiment une baisse d'activité au moins de l'ordre de 5% au niveau du chiffre d'affaires, avec des effets en effet par contre très contrastés, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont restés en termes, et donc des clients qui sont restés extrêmement dynamiques en communication. À titre d'exemple, nous, dans le secteur bâtiment, ça a très bien marché. Et puis, des secteurs totalement sinistrés, avec des confrères qui vont avoir du mal à tenir le choc. Je parle bien sûr du tourisme, je parle de la restauration, je parle bien sûr énormément du secteur culturel, qui impacte énormément beaucoup d'attachés de presse freelance indépendants qui souvent étaient très spécialisés sur ces secteurs. Et là, il y a vraiment un gros souci économique. Par contre, il y a un point très positif qui apparaît dans cela, c'est que quand bien même il y a eu des baisses d'honoraires dans 85% des cas liés à cette période, et donc ça va se poursuivre bien évidemment, hélas, on note dans 98% des cas un renforcement de la fidélité. Et d'une relation de confiance qui sort somme toute plus forte maintenant avec son agence qu'avant. Donc ça, je pense qu'on est un métier du lien pour le coup, ça a joué à plein, même si il y a une baisse d'activité. Voilà. Oui, sur ce volet conseil, je me demande même, Frédéric, si pour certains, ça n'a pas permis à des clients qui contactaient des agences ou des attachés de presse, surtout sur le volet opérationnel, de se rendre compte peut-être de la valeur ajoutée du conseil, de la stratégie de ces agences. Tout à fait. Je corrobore complètement votre point de vue. On va s'intéresser au point de vue opérationnel maintenant, puisque donc, il y a eu des actions RP menées pendant cette période. Alors, comment les attachés de presse se sont-ils organisés pour contacter les journalistes et quelles ont été les principales difficultés rencontrées éventuellement pour maintenir ce lien? Alors, la difficulté du lien était bien évidemment que tout le monde était surchargé de travail, nos amis journalistes aussi, et de fait, il était extrêmement difficile de pouvoir les toucher par téléphone. Ça, c'est absolument évident. On n'a pas trouvé de solution, ni les uns ni les autres, de solution miracle de ce côté.
côté-là. Par contre, il y a des outils qui ont bien marché et qui, à mon avis, vont aussi se pérenniser. Là où la fameuse conférence de presse ne fonctionnait plus du tout quand il s'agissait d'inviter nos amis journalistes, on pouvait avoir des échecs retentissants avec quelques 3-4 journalistes qui se déplaçaient. Là, inversement, grâce au distanciel et des conférences de presse par Zoom ou webinar, somme toute, la fréquentation des conférences de presse ou des points presse, hein, ça veut dire la même chose, a été c'est extrêmement bien passé, avec des taux de fréquentation sur des conférences de presse, avec plus de journalistes qu'habituellement. Donc, en effet, je pense qu'il faut utiliser à fond. Les journalistes nous ont dit, l'intérêt, c'est en effet pas de perte de temps, pour le coup, une possibilité vraiment de poser soi-même sa propre question et de ne pas être influencé par d'autres camarades journalistes qui sont un petit peu, qui posent leurs questions, qui ne pensent pas aux autres et autres. Donc, une relation plus intéressante dans la possibilité de poser ses propres questions et d'avoir ses propres réponses. Donc là, quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Je sais qu'aussi certaines entreprises, à travers leurs agences, font des podcasts. Et ça a l'air d'avoir un certain succès auprès des journalistes. Et puis, dans certains secteurs, quand les conditions sanitaires le pouvaient, ou parce qu'il y avait des images d'archives, certains ont tenté des expériences assez intéressantes sur des dossiers de presse, communiqués de presse audiovisuels, avec des animations. Éventuellement, quand on n'a pas d'image, hein, on peut très bien travailler avec des animations. Et pour le coup, c'est ce caractère novateur de communiquer avec les journalistes est assez intéressant, et a fortiori, quand vous voulez faire passer un sujet télé, ça peut, vidéo, un communiqué de presse audiovisuel, ça peut très très bien fonctionner. Oui. Alors, pour compléter, j'ai aussi tiré quelques chiffres de l'étude dont je parlais tout à l'heure, justement à propos des conférences de presse en ligne, où les 3/4 des journalistes interrogés souhaitaient conserver ce format, alors plutôt pour des communications urgentes, ça semble particulièrement adapté, et 18% d'entre eux se déclaraient prêts à arrêter le présentiel. Donc effectivement, il y a un besoin aussi de travailler de plus en plus vite et de perdre moins de temps sur ce type d'événement. Bon, je pense que malgré tout, on est d'accord pour dire que l'expérience digitale ne peut pas complètement remplacer la relation humaine qu'on peut avoir avec les journalistes, et c'est là où le bas blesse quand même. C'est absolument certain, et dans l'enquête que nous avons pu mener avec eux, alors ce n'est pas une véritable enquête, on est en train de mener une nouvelle enquête dont les résultats seront disponibles au mois de janvier. Mais je dirais qu'on a fait des ateliers par Zoom durant toute la première période de confinement, en invitant des journalistes de tous les univers. C'est sûr qu'ils tiennent beaucoup à maintenir la relation de visu. Ils en ressentent eux aussi, nous, le besoin, mais eux aussi terriblement. Donc, il y a des interviews téléphoniques, hein, bien sûr, c'est pas nouveau dans notre métier, mais on ressent, les journalistes ressentent le besoin aussi de voir, de toucher les choses, hein. C'est important pour eux de toucher une ambiance, de visiter une usine, de rencontrer un PDG, de voir toute la communication non verbale qui, hélas, à travers nos outils, est quand même extrêmement limitée. Donc, nous prenons tous notre mal en patience. Les
journalistes comme nous, en espérant des jours meilleurs. Mais sur le plan technique, on n'a pas trouvé, en tout cas, où j'ai pas entendu de confrères ou de consoeurs avoir une solution miracle par rapport à ça. Mais par contre, ce qui est assez amusant et qui est sympathique, c'est aussi d'avoir pu avoir des échanges avec des journalistes. Alors, ça concerne bien sûr que nos journalistes cœur de cible avec qui nous avons l'habitude de travailler, d'avoir des niveaux de conversation beaucoup plus intimes. Quand on réussissait à les avoir par téléphone, c'est vrai que forcément, on parlait aussi de notre vie de confinés et ça ouvrait un champ dans la relation qui était, somme toute, assez sympathique parce que ça crée une autre forme de lien avec eux. Alors, on a vu que nos métiers, on en a parlé aussi tout à l'heure avec Sophie et Michael, évoluent, qu'on a de nouveaux usages qui apparaissent. Quel rôle un syndicat comme le SINAP peut-il jouer pour veiller au respect de la déontologie? On sait qu'en relation presse, on a de nouveau quelques dérives en termes de pratique. Donc, dans ce contexte de crise, il peut y en avoir peut-être un peu plus. Donc, quel rôle peut jouer le syndicat pour être un peu le gardien de la déontologie? Déjà, un syndicat, le but, c'est d'être tous ensemble pour être plus forts, pour porter, bien sûr, nos problèmes et nos difficultés auprès des ministères concernés, que ce soit le ministère de la Communication, le ministère de l'Économie, pour essayer de défendre notre métier. Le but aussi, c'est de partager nos bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises pratiques. On a travaillé ces derniers mois sur une V3 de la charte de déontologie des métiers RP. D'ici quelques jours va sortir une charte de déontologie dans la relation avec les influenceurs, de façon là aussi à apporter des éléments probants de notre professionnalisme et de la traçabilité que nous avons dans nos relations avec les influenceurs. Je pense que le souci de l'éthique doit être au cœur de nos métiers parce que c'est aussi un moyen de nous différencier en adhérant à ces chartes et en adhérant sur le plan syndical à cela pour marquer la différence avec les gens qui ont des mauvaises pratiques ou qui exercent ce métier de façon non professionnelle. Ça me semble important. L'autre importance aussi d'un syndicat, c'est d'être en veille sur justement tous les outils qui se créent. Et inversement, de mettre aussi en veille nos confrères et nos consoeurs sur des outils qui peuvent être dangereux à terme, soit parce qu'on a des effets d'hyperconcentration de certains de nos fournisseurs qui arrivent pour le coup à nous imposer des tarifs et des hausses tarifaires qui sont inacceptables. Et ça, c'est en effet notre rôle de trouver soit des outils alternatifs, soit de dénoncer ces pratiques et de mettre nos services juridiques sur le coup pour essayer de trouver des solutions. La fonction d'un syndicat, c'est d'être aussi un médiateur entre les professionnels avec des clients qui seraient, je dirais, des mauvais coucheurs. Nous avons même dans nos équipes 2 experts auprès des tribunaux qui peuvent intervenir pour expliquer devant un juge ce qu'est nos métiers, parce que c'est vrai que c'est des métiers de l'ombre et que la justice ne connaît presque jamais le contenu de nos métiers. Donc, c'est tout cela qu'apporte un syndicat et aussi d'être une vraie communauté. Et on l'a vraiment senti toutes les semaines. Nous avions nos rendez-vous téléphoniques avec nos adhérents et plus large. Et c'est extrêmement important dans ces moments-là de communiquer les uns les autres et de se passer des bons tuyaux parce que globalement,
on n'est pas forcément en concurrence directe avec nos autres confrères et des fois, il y a des solutions très pratico-pratiques qui peuvent s'exprimer comme ça à travers un lien téléphonique ou un lien Zoom pour dénouer une situation complexe que l'on peut rencontrer au quotidien. Oui, je vous remercie Frédéric. Je vois qu'il y a déjà, Sophie, des questions dans le chat pour Frédéric. Oui, tout à fait. Donc, Pénélope André nous dit, et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on va garder des versions en ligne des futures conférences en simultané avec du physique? Est-ce que vous avez senti que les journalistes, d'ailleurs, seraient demandeurs de pouvoir garder aussi ce format? Les conférences de presse en ligne, oui, ça c'est clair, hein, ça corrobore ce qu'on disait tout à l'heure. Après, est-ce qu'il faut les archiver? Ça, c'est une bonne question. Alors, moi, je pense qu'il est toujours intéressant d'archiver, ne serait-ce que parce que je sais que personnellement, je fais toujours des comptes rendus, des Q&A, hein, pour utiliser le terme, de ce que l'on dit en conférence de presse, ne serait-ce que pour pouvoir dire à un client, quand il refait une seconde conférence de presse, qu'elle soit en distanciel ou en présentiel, vous aviez dit ça et ça, est-ce que c'est toujours d'actualité? Donc, en tout cas, côté agence, je pense qu'il faut les garder. Après, nos amis journalistes, je n'ai pas eu de remontée d'infos, savoir si ils souhaitent pouvoir les conserver. Ouais, à partir du moment que c'est conservé dans l'agence, s'il y en a un qui le souhaite, eh ben je pense qu'on peut lui envoyer. Ça ne pose pas de problème. Donc, en tout cas, faire en même temps, en simultané, pour vous réussir à avoir en face de vous des journalistes dans une salle et en visioconférence. Est-ce que pour vous, vous pensez que ça peut fonctionner? Est-ce que les journalistes, d'ailleurs, continueront peut-être à utiliser cette façon d'accéder à des conférences de presse? Ah oui, oui, moi je pense que ça va perdurer, oui, tout à fait. Ouais. Alors, sinon, j'ai une autre question. Je remonte parce que j'ai perdu mon fil, qui est… Hop, voilà. Est-ce que du coup, vous pensez que ce type de situation, telle qu'on l'a vécu, et du coup, telle qu'on la vit aujourd'hui, remonte le rôle des journalistes? Est-ce que ça tire aussi pour nous le rôle des attachés de presse, particulièrement dans ces genres de situations délicates en ce moment, depuis quelques mois? Là, ma question, j'ai envie d'y répondre à l'envers de votre question. Je crois qu'hélas, nos amis journalistes vivent une période encore bien plus critique que la nôtre. On voit quand même beaucoup de rédactions se désintégrer depuis la Covid. Ça avait déjà bien démarré avant, mais l'accélération ne fait que se poursuivre. Je crois que il va falloir sauver le soldat Ryan journaliste et que c'est presque à nous de les aider à avoir de bonnes informations pour pouvoir les reprendre plutôt que l'inverse. Quant au rôle de conseil, oui, auprès de nos clients, je pense que ça nous a donné énormément de possibilités grâce à cette proximité avec nos clients, de leur expliquer toute la valeur ajoutée des RP. Ça, c'est absolument évident qu'il y a pu y avoir un transfert de savoir auprès de nos clients de ce point de vue. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions qui pourraient m'arriver ici, que je n'aurais pas vu passer, je ne crois pas. Il y en a une. Ah, j'en ai loupé une. Ah oui, sur les podcasts. Ouais. Celle-là. Donc, vous avez évoqué le succès des podcasts. Alors, est-ce que vous auriez des exemples?
Alors, précisément? personnellement, je n'en ai pas. Hier, j'ai été contactée par une consoeur qui vient de lancer une application justement de podcast. Alors, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour plus d'une personne ou d'une autre. Donc, si ça vous intéresse à l'extérieur, je passerai les coordonnées de cette personne. Qui a en effet mis en place ce type de prestations et c'est une personne extrêmement sérieuse et elle m'a garanti d'avoir eu de francs succès avec le format podcast et d'en faire un nouvel outil de communication. Il ne s'agit pas de se dire c'est un outil de substitution parce qu'on est confiné, mais d'en faire un outil à part entière de communication et là aussi de communication positive dans l'esprit de ce que j'évoquais au départ des questions. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Encore quelques instants, quelques possibilités de poser des questions. Dans cet état d'esprit des podcasts, en attendant que quelqu'un trouve une autre question, il y a aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Je connais une attachée de presse qui travaille dans le secteur culturel qui s'appelle Béatrice Martini et qui a utilisé Instagram notamment pour poster régulièrement de courtes vidéos de témoignages d'artistes, de clients et a priori ça a bien fonctionné auprès des journalistes. Donc ça fait partie des méthodes aussi via les réseaux sociaux qui ont pu être utilisées par les attachés de presse. Alors, une de nos études nous avait montré que les journalistes étaient très chercheurs d'informations aussi sur LinkedIn. Je ne parle pas de Twitter qui est un média un réseau social assez particulier, mais là aussi, poster des choses sur LinkedIn d'ordre général sur une activité, un secteur d'activité, sans que ça soit une communication trop commerciale, sont des choses en effet qui marchent assez bien et je confirme, Béatrice est une de nos adhérentes. Je sais d'ailleurs qu'il y en a plusieurs aujourd'hui derrière notre rencontre. Oui, ça a bien fonctionné et il faut avoir des stratégies. De toute façon, aujourd'hui, nous sommes tenus d'avoir des stratégies réseaux sociaux pour nos clients. Personnellement, je ne pense pas que nous pouvions maintenant dire nos métiers, ce sont les médias tradis et d'un autre côté, les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux sont des médias et à nous, dans nos stratégies, de bâtir avec ça pour nos clients là-dessus. J'avais vu une question. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question au début par rapport à la baisse de 5% et qu'il y avait une question comme quoi j'avais l'air optimiste. Alors, c'est de la prospective. Est-ce que c'est de la méthode Coué? Je l'espère pas. Baisse de 5%, oui, baisse de 5% du chiffre d'affaires. Je crois qu'hélas, pour certains, ça va être terrible. Mais il y a des secteurs aussi où ça continue, quoi. Donc, tous les secteurs d'activité qui sont sur des cycles longs, ça marche plutôt bien. Et il faut espérer justement que nos clients ayant pris goût à ce type d'outils de communication, dès qu'ils sentent la reprise, et nous sommes de ce fait très agiles là-dessus pour pouvoir réagir beaucoup plus vite, nous devrions pouvoir reprendre une activité assez importante. Moi, je veux rester optimiste. Je ne veux pas céder à la sinistrose. Je reste persuadée que nous sommes sur des secteurs d'activité dans la com qui ils souffrent, oui, mais ils sont porteurs aussi. Merci. Alors, oui, Karine. C'est peut-être une bonne façon de terminer la session s'il n'y a pas d'autres questions. Mais je vais peut-être quand même poser une question du coup à nos deux invités. Oui.
avec ce qu'on a pu dire, les quelques questions qu'on a eues et dont vous avez répondu, allez, si vous deviez donner 2-3 conseils aux personnes qui sont là avec nous pour réussir votre communication digitale en temps de confinement. Comme vous dites, ça va certainement partir, revenir, donc il va falloir s'habituer à communiquer dans cette situation. Michael, par exemple? Ouais, difficile la question parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des sachants de la communication en période de confinement à ce jour. On reste quand même dans une situation très exceptionnelle qui risque malheureusement de se répéter encore, mais des conseils, bah, je dirais, enfin pour moi, ça a pas mal été évoqué par Frédéric aussi. Je pense que le confinement fait exploser la communication numérique. Donc un conseil, et c'est peut-être un conseil qui s'adresse plus à des gens de mon âge qu'aux jeunes, mais c'est qu'il ne faut pas rester ancré sur ses habitudes, ne pas rester dans sa zone de confort. Je pense que cette période de confinement nous oblige vraiment à repenser la façon, enfin, les sujets de communication un peu, mais surtout la façon d'en parler et les supports par lesquels on va la diffuser. Puisque qui dit communication numérique, on pense forcément donc réseaux sociaux. Pour communiquer sur les réseaux sociaux, ça nécessite d'avoir un langage, une sémantique très, très punchy, très, très impactante, donc avec des textes courts et beaucoup de visuels. Donc ça, c'était une tendance qui existait déjà avant, hein, mais qui, je pense, s'est encore amplifiée. Voilà, et je pense que du coup, ça nécessite aussi de vraiment apprendre à utiliser des nouveaux supports comme les outils qu'on a évoqués tout à l'heure, mais je pensais aussi, on voit de plus en plus émerger les modes webinars aussi, qui est une nouvelle façon de communiquer quelque part, sous couvert de faire une petite table ronde numérique, machin, enfin voilà, enfin, donc ouais, j'ai pas vraiment de conseils parce qu'honnêtement, moi-même, je me sens vraiment en apprentissage pendant cette période. Mais en tout cas, assurément, ça nous oblige vraiment à sortir de nos zones de confort, à nous remettre en question sur notre façon d'appréhender les sujets et les canaux de diffusion de cette communication. Voilà. Donc, on se met tous au digital, hein. Si on n'y était pas encore, je crois que c'est le moment d'apprendre. Déjà, on a appris des Zooms, des Teams, à peu près, hein. Je crois Oui, qu'on a, je crois mais, que- non, mais ça a l'air de rien, mais est-ce qu'on savait le faire il y a un an, tous autant qu'on est, ou en tout cas de façon si massive? Sûrement pas. Nous, enfin, juste, je me permets une anecdote chez SNCF. Donc, on était déjà utilisateur donc d'une partie de la suite Office et donc on utilisait Skype. Et l'ambition de nos services informatiques au sein de l'entreprise était de nous faire tous basculer sur Teams, qui est donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin bon, enfin oui, maintenant on connaît tous, mais l'outil qui est un peu couteau suisse en fait, sur lequel on peut tout faire, et notamment de la visio, de l'audio. Ils avaient pour ambition, je ne sais pas, fin 2020, d'avoir une quinzaine de pourcents des collaborateurs qui utilisent Teams. Je crois qu'aujourd'hui, on en a à 60%. Voilà. Je pense que le confinement n'a pas forcément amené de la révolution, mais par contre, il a considérablement accéléré, amplifié les tendances qui étaient émergentes avant le confinement. D'accord. Eh bien, Frédéric, même question. Quelques conseils, allez, 2-3 conseils à donner aux personnes qui sont avec nous ce soir. Alors, communication corporate à fond, à fond, à fond. Je crois que l'heure est venue d'enfoncer le clou en disant que les RP sont le seul vecteur de communication majeur, en tout cas le seul, en tout cas le majeur et le plus efficace pour de la communication corporate. La communication marketing et produit restera, mais là aussi, personnellement, je suis un petit peu inquiète de voir certaines pratiques de communication marketing où le mot marketing est devant le mot communication. Je crois que justement, c'est le moment ou jamais de faire de la communication corporate avec nos clients. L'autre chose aussi, c'est de profiter de ces moments pour, je le redis, faire du transfert d'informations auprès de nos clients. Moi, il y a une chose qui m'inquiète, je n'ai pas très envie de finir sur quelque chose de pessimiste, mais je pense que c'est un point de vigilance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de supports qui utilisent le brand content sans le dire.
Il y a des médias, et quand je disais que les médias vont mal, je pensais aussi à ça, qui sont, sans les citer, les Échos, le Figaro, mais aussi l'AFP, qui développent du brand content. Et là, je trouve que c'est à nous d'informer nos clients en disant attention, ne tombez pas dans ces pièges. C'est pas parce que c'est les Échos, que c'est le Figaro ou que c'est à l'AFP qu'ils savent faire le même métier que nous. Et là, il faut informer vos clients de la différence et de ce qu'est l'éthique et la déontologie d'un métier pour bien rappeler et faire la différence entre toutes les bonnes et les mauvaises pratiques. Merci. Alors, Karine, je vais te laisser conclure juste. J'ai vu quelques questions qui sont arrivées sur la toute fin. Oui. On va quand même arriver sur la fin, mais je vois qu'il y a des questions aussi, en fait, finalement, qui ont déjà été répondues pendant les débats. Donc, n'hésitez pas. Vous retrouverez, n'est-ce pas, Karine, la vidéo. Voilà. Cette conférence en ligne sur la chaîne YouTube du Club de la Presse Occitanie, qui est une chaîne assez récente d'ailleurs, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne tout simplement, et en tout cas à pouvoir retrouver et communiquer auprès de cette conférence pour celles et ceux qui n'auraient pas pu la suivre. J'ai déjà donné l'info à ceux qui ont dû partir parce qu'ils avaient des contraintes horaires. En tout cas, ils pourront revoir l'intégralité de la conférence. Et donc, je te laisse définitivement conclure, Karine. Un grand merci tout d'abord à nos invités qui ont pris de leur temps pour être avec nous ce soir, et puis à l'ensemble des communicants et communicantes qui étaient présents ce soir. Merci pour vos questions, merci d'avoir été présents et au plaisir d'échanger, j'espère prochainement, au sein du Club de la Presse, physiquement, en présentiel. Je vais dire un dernier petit merci parce que je sais qu'elle déteste que je le fasse. Donc, je vais remercier Marion Colonna et Coraline Damin qui étaient notre back-office ce soir. Voilà, elles vont m'en vouloir pour un petit moment. Ça tombe bien, je rentre et elles ne me verront plus qu'en Zoom. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir.